Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de votre journal, Jérôme Vignon, président des Semaines sociales de France, et Dominique Potier, député PS de Meurthe-et-Moselle, reviennent sur l'échange qu'ils ont eu avec le pape sur les migrants et sur la laïcité. C'était mardi dernier. Et puis dans la banlieue de Lyon, un village modulable accueille des familles de Roms, logement digne, école pour les enfants. Reportage dans cette édition. L'église Saint-Gilles de l'île Bouchard doit être rénovée. Des paroissiens se mobilisent pour faire face aux coûts importants que cela implique. Et puis, dans un contexte politique français plutôt compliqué, quelles contributions peuvent apporter les catholiques? On en parle avec nos invités. Gérard Leclerc de France Catholique. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Et Benjamin Rosier, rédacteur en chef à RCF. Je vous dis à tout à l'heure. Hier, l'Union européenne a dû débloquer une aide financière inédite pour la Grèce pour aider le pays à s'occuper des réfugiés bloqués sur le territoire. Et cette question douloureuse des migrants, le Saint-Père l'a abordée mardi avec la délégation des Poissons Roses, ce mouvement chrétien français de gauche. Sur l'afflux des migrants, le pape a parlé d'invasion arabe avant d'ajouter, pour éviter tout contresens, que l'Europe a toujours su aller de l'avant pour se trouver ensuite grandie par l'échange entre les cultures. Jérôme Vignon, président des Semaines sociales de France, a participé à cette audience privée. Il revient pour nous sur cette déclaration. Il indiquait qu'aujourd'hui, certains Européens craignaient d'être submergés par l'islam. Et il les invitait à se souvenir que depuis des siècles, l'Europe avait connu des flux d'arrivants nouveaux et qu'elle était devenue ce qu'elle est aujourd'hui en accueillant et en assimilant ces flux successifs. Il a mis en avant la nécessité de puiser dans notre identité, dans notre histoire, et l'obligation pour les migrants accueillis de se conformer à la culture de l'Europe qui les accueille. L'Europe, elle est unique en ce sens qu'elle a une mémoire unique de ce qui a permis de réunir des peuples, des cultures, des religions, au-delà de leur diversité. Toujours lors de cette audience privée, le pape a estimé que la laïcité dans la démocratie française est saine, mais il a ajouté qu'elle était trop incomplète et trop dépendante des Lumières. La recherche de la transcendance n'est pas seulement un fait, mais un droit, a-t-il encore appuyé. Un constat entendu par Dominique Potier, député PS de Meurthe-et-Moselle, est présent lors de cette rencontre. En fait, c'est une invitation à approfondir la laïcité, qui est une richesse de la France et qui, dit-il, c'est une audace, est un modèle pour les États modernes. Il nous invite à vivre une laïcité constructive qui permette l'expression de ces traditions dans la pluralité, ces traditions étant, selon lui, une antidote à des idéologies religieuses ou profanes, mortifères. J'étais authentiquement convaincu que la modernité et la force de ce pape, ce géant humaniste, j'étais certain que sur ce terrain-là, il défendrait ce point de vue-là. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est le contre-pied. Il ne nous félicite pas pour notre laïcité, il nous invite à l'approfondir, à aller plus loin. Et il y a là un contre-pied très intéressant, presque un pied de nez de l'humour, une saine provocation. Ce matin, c'est le prieur de la communauté de Thésée, frère Aloïs, qui était au Vatican pour rencontrer le Saint-Père. Parmi les sujets qu'ils ont évoqués, l'accueil des jeunes à Thésée, les rencontres internationales organisées par la communauté ou encore la recherche de la communion parmi les églises chrétiennes. Frère Aloïs a par ailleurs fait savoir qu'il se rendra avec quelques frères à Bucarest en Roumanie le 1er mai. Avec 150 jeunes de différents pays, ils célébreront la Pâque orthodoxe. Ils vivaient dans des bidonvilles en banlieue lyonnaise. Ils sont désormais volontaires pour s'intégrer. Depuis janvier, 27 familles roms prennent leur marque dans 2 villages d'insertion par l'école et le travail. Ils sont accompagnés par la préfecture du Rhône et l'association Habitat et Humanisme, créée à Lyon il y a 30 ans par le père Bernard Devers. L'un de ces villages construits en préfabriqué se situe à Saint-Genis-les-Ollières. L'un de nos journalistes s'est rendu sur place. Reportage. Nous sommes à Saint-Genis-les-Ollières, dans la banlieue lyonnaise, une petite commune cossue qui accueille depuis quelques semaines une communauté rome. Ses enfants et leurs 16 familles vivaient jusqu'à maintenant dans des bidonvilles de la région avant d'être relogés dans ces bungalows en décembre dernier. C'est un lieu à partir duquel les gens doivent se sortir des situations
tout à fait déshumanisante qui étaient les leurs. Il ne s'agit pas simplement en fait de les abriter le temps d'un hiver, le temps de quelques mois. Il s'agit bien en fait d'un habitat à partir duquel les personnes vont aussi se reconstruire, se construire. Se reconstruire car le projet veut aller au-delà du sentiment d'urgence. Et tout commence par la scolarisation des enfants. La plupart n'avaient jamais franchi la porte d'une classe avant cette année. Les intégrer dans une école classique était trop difficile, surtout en cours d'année scolaire. C'est une classe transitoire qui passe du bidonville à l'école de la République française, on va dire, normale. Je trouve ça très important que dès 2 ans et demi, 3 ans, ils commencent justement à rentrer, sortir un peu de la famille, à rencontrer des nouvelles personnes, à développer tout plein de choses qui vont pouvoir leur permettre d'ensuite s'intégrer en fait. Dans la classe d'à côté, ce sont les parents qui suivent un cours de français, plus exactement les mamans, pendant que leur mari s'occupe des enfants à la maison, une première pour elle. Boyrou suit aussi les cours pour les adultes de l'après-midi. Il est en France depuis moins d'1 an, mais il a appris le français sur le tas. Il vit ici avec sa famille, il a fui la misère et les discriminations envers les Roms en Roumanie. C'est un peu dur, tu ne peux pas trouver un travail comme tu veux. Et le salaire, ce n'est pas un salaire normal, c'est 200 € pour moi, c'est pas un salaire ça. Son rêve d'aujourd'hui, c'est tout simplement d'avoir une vie à lui ici, en France. J'espère que je trouve un travail pour moi, j'espère que je pourrai apprendre plus rapide le français, et lire et écrire aussi, pour trouver un travail pour ma famille. Après, c'est comme ça, c'est par étapes. Ah oui, c'est la vie normale. Le projet a encore plus de 2 ans pour permettre à l'ensemble de ces familles de se lancer dans leur nouvelle vie, loin des bidonvilles. Amen. Et puis félicitations au Père Devers qui intervient régulièrement avec sa chronique dans notre journal. Il a reçu le prix de l'entrepreneur social de l'année 2016 en tant que fondateur d'Entreprendre pour humaniser la dépendance. Des paroissiens se mobilisent pour la rénovation de l'église Saint-Gilles de l'île Bouchard, où la Vierge apparut en 1947 à 4 fillettes. Classée monument historique, des travaux doivent être réalisés pour continuer à accueillir les milliers de pèlerins qui y viennent chaque année. Mais la rénovation a un coût et les subventions ne suffisent pas. Hier, l'association pour la sauvegarde de l'église Saint-Gilles Notre-Dame de la Prière de l'île Bouchard a présenté son projet. Réunir des dons pour rénover l'église qui date du XIe siècle. Reportage. 2 millions d'euros, c'est le montant qui a été fixé pour la restauration de l'église Saint-Gilles Notre-Dame de la Prière de l'île Bouchard. Sanctuaire marial et angélique, elle attire chaque année plus de 80 000 pèlerins, ce qui en fait l'un des monuments les plus fréquentés d'Indre-et-Loire. Mais depuis son arrivée en 2011, le père Xavier Mal n'a pu que constater la dégradation progressive du bâtiment. Donc c'est une église qui est en danger en réalité. Il s'agit de reprendre la totalité de la structure de l'église. Ce qui a déclenché pour nous les choses, c'est l'incendie qu'on a eu dans cette église en septembre 2015, du confessionnal, un incendie criminel, qui a réuni dans l'église les élus et la DRAC. Et ils ont pris conscience qu'il fallait faire quelque chose. Les habitants de l'île Bouchard se sont dit on aurait pu perdre notre église. Face à cette situation, une dizaine de paroissiens et d'habitants de la commune se sont mobilisés pour créer l'association de sauvegarde de l'église. Classé monument historique, l'édifice recevra l'aide de la Direction régionale des affaires culturelles à hauteur de 50%. Ils en appellent donc aux dons afin de financer le reste des travaux. Pour les donateurs, on sollicitera les pèlerins de l'île Bouchard et ensuite on va aller chercher des donateurs plus éloignés, probablement en faisant appel peut-être à des prestataires spécialisés dans la recherche de fonds. Avec des cibles aussi de mécénat d'entreprise. Donc on va chercher à explorer toutes les pistes. Notre objectif de collecte sur 1 an est de l'ordre de 100 000 €. Des travaux qui s'étaleront sur 5 ou 6 ans. Prochaine échéance pour l'association, la rencontre le 11 mars avec la Fondation du patrimoine. Un rendez-vous crucial afin de pouvoir délivrer des reçus fiscaux aux donateurs. Proposé par le pape François il y a 2 ans, les 24 heures pour le Seigneur ont lieu ce week-end. Une immense communion dans le monde pour prier et se confesser. En France, les paroisses se mobilisent pour vous aider à vivre ce temps. On écoute Monseigneur Pontalis, vicaire général pour le diocèse de Paris.
les paroisses, selon leurs compétences, selon leurs désirs, selon leur charisme, vont toutes faire une proposition de programme pendant 24 heures, avec des temps de prière, avec des conférences, avec une veillée de louange, avec un chemin de croix, mais aussi avec le sacrement de pénitence. Alors je vous invite tous à regarder ce qui se fait dans votre paroisse. Vivez cette rencontre magnifique dans l'intime de votre cœur, dans le sacrement de réconciliation. Cela ne vous a certainement pas échappé, nous sommes à la mi-carême et vous pouvez continuer à vivre ce temps vers Pâques avec diverses initiatives, comme celle des Carmes Deschaux de la province de Paris qui propose une retraite en ligne avec le prophète Élie, grande figure spirituelle du Carmel. Chaque vendredi, les retraitants peuvent télécharger un contenu s'appuyant sur des supports audio et vidéo pour alimenter leurs prières de toute la semaine. Et pour terminer ce journal, je vous propose de découvrir la cathédrale d'Amiens autrement, avec des prises de vue depuis un drone. Pour notre plus grand plaisir, je vous laisse admirer ces images réalisées par Catherine de Rennes. Et on poursuit notre édition avec la chronique du père Mathieu Rouget, quelque peu désolé par l'attitude des politiques, mais confiant dans le travail et l'engagement de nouvelles forces vives. Un mot revient sans cesse dans l'actualité ces jours-ci, c'est le mot primaire. Il y a les primaires de l'élection américaine, avec l'ascension apparemment inexorable de cet étonnant Donald Trump, et puis il y a la préparation des primaires pour les élections présidentielles françaises, à droite comme à gauche, avec ce spectacle peu réjouissant de l'affrontement des volontés de puissance et des manques de courage, des narcissismes et des médiocrités. Comment réagir en chrétien face à ce spectacle décourageant, voire désespérant? D'abord en priant, pour demander au Seigneur de nous inspirer les attitudes, les paroles, les propositions ajustées à la situation présente, en demandant aussi au Seigneur de susciter des hommes et des femmes qui soient vraiment au service du bien commun. Et puis en travaillant pour faire surgir des propositions nouvelles dans le domaine économique, social, éducatif, culturel, institutionnel, international, dans lesquels les responsables actuels semblent si défaillants. Il ne faut pas nous limiter aux sujets familiaux ou éthiques, sans pour autant, bien sûr, les négliger. Et puis en nous engageant, pas d'abord dans une écurie présidentielle, mais en écrivant, en publiant, en rassemblant, en suscitant des convergences entre chrétiens aux sensibilités variées et non-chrétiens partageant les mêmes valeurs. Un mouvement fort peut jaillir autour d'idées neuves, construites, enracinées. Si dans le désert actuel, nous faisons jaillir des sources, alors elles porteront beaucoup de fruits. Merci Père. La place de la foi en politique, on va en reparler dans quelques instants avec nos éditorialistes, mais avant, c'est la revue de presse. Et on commence avec France Catholique qui fait sa une sur la bataille de Verdun avec le portrait d'un homme, le général de Castelnau, un militaire avec une grande foi, trop souvent oublié par l'histoire. Dans votre éditorial, Gérard Leclerc, vous parlez du christianisme et de la culture. C'est le thème des conférences de Notre-Dame de Paris pour 3 ans, pour un cycle de 3 ans. Ça a été décidé par le cardinal 23. Et c'est Rémi Braille qui en a la responsabilité cette année. Et je dois noter que 3 femmes prennent la parole lors de ces conférences et sur un sujet tout à fait aigu. Merci Gérard. L'hebdomadaire Pèlerin propose en cette période de carême un manuel de la confession pour découvrir ou redécouvrir cet acte libérateur. Et puis un reportage en Inde avec les populations tribales de l'État d'Odisha, l'un des plus pauvres du pays. Cette semaine, Famille chrétienne s'intéresse à la journée de la femme qui aura lieu le 8 mars.
Pour Aude Mirkovic, maître de conférences en droit privé interrogé par l'hebdomadaire, la burqa et les fémènes sont l'expression d'une même folie qui altère la féminité. À noter également un reportage sur l'Église en Belgique avec des familles très impliquées pour maintenir la flamme de la foi dans le pays. La Vie consacre également un dossier sur le féminisme ou plus précisément sur les nouveaux débats qu'il suscite, comme la polémique sur les mères porteuses ou les controverses autour de l'islam. Dans son éditorial, Jean-Pierre Denis aborde la question des migrants. Pour lui, il faut que chaque pays de l'Union prenne sa juste part, comme chaque paroisse, pas plus, pas moins. L'hebdomadaire protestant Réforme s'intéresse à des initiatives toutes azimuts qui voient le jour afin de promouvoir et réaliser d'autres approches pour l'accession au logement malgré les lourdeurs administratives et financières. Dans son éditorial, Antoine Nuis revient sur la réforme du travail. Pour lui, plutôt que de défendre la flexibilité dans un camp et la sécurité des salariés dans l'autre, les politiques et les syndicats pourraient sortir de leurs chapelles respectives. Voilà pour votre revue de presse. Sans plus attendre, retrouvons nos deux éditorialistes. C'est notre dossier. On vous en parlait dans ce journal, une délégation de 30 personnes engagées en politique à gauche a décidé de rencontrer le pape mardi. On a entendu également le père Rouget dans sa chronique déplorer l'attitude des politiques. Alors, engagement des catholiques dans la politique, comment ça peut se passer? On en parle avec vous, Gérard Leclerc de France Catholique et Benjamin Rosier de RCF. Pour commencer, comment est-ce que vous avez observé cette visite des Poissons Roses et de cette délégation avec le pape? Gérard? Avec beaucoup d'intérêt. Dès que j'ai vu l'annonce, je me suis précipité sur le long compte-rendu qu'en a fait Jean-Pierre Denis. Et j'ai apprécié effectivement la franchise du pape, et ça ne nous étonne pas, sa liberté d'esprit et la façon dont il prend à bras-le-corps les sujets sans aucune peur. Alors, on a vu déjà à l'écran plusieurs thèmes qui ont été abordés par le pape, celui sur la laïcité, celui sur les migrants, qui sûrement fait beaucoup parler, et d'ores et déjà provoque, j'ai noté, de formidables polémiques sur le net. Qu'est-ce que c'est que cette invasion arabe, etc. Il y a là, du côté du Saint-Père, une sorte de raccourci historique vertigineux, parce qu'il nous renvoie à toute une histoire. Je note quand même que les invasions, effectivement, qui ont touché l'Europe, n'ont pas été sans drame. Et le problème est de savoir, évidemment, avec l'invitation, avec le phénomène tout à fait nouveau qui se présente à nous des migrants, comment nous allons aborder cette question qui, il faut le dire, est complexe et difficile. Alors, pour revenir à ces députés qui vont voir le pape, vous, comment est-ce que vous l'avez observé? Au moins pour compléter, parce que je partage ce que vient de nous dire Gérard. Pour compléter, c'est que déjà, ça nous redit que le pape François ne laisse pas indifférent, et notamment, bien sûr, jusqu'aux Poissons Roses, pas trop surpris aussi, parce qu'ils ne cachent pas leur inspiration chrétienne, et le nouvel humanisme, notamment dans ce nouveau livre-là, à contre-courant pour guérir la gauche, je me souviens bien, qui viennent de sortir, les Poissons Roses. Voilà, donc quelque part, ils viennent un peu à la source de celui qui incarne pour eux ce nouvel humanisme qu'ils veulent mettre en place, tout en se disant de gauche, socialiste, mais contre ces ultralibéralismes. Ils le disent bien, qu'ils soient sociétaux, ou là on pense à la gauche, ou bien sûr économique, et là on penserait à la droite. Voilà, donc ça c'est une chose, pas surpris. Ce qui est intéressant, c'est de voir que quelqu'un comme Dominique Potier parle de saine provocation, et non pas d'incompréhension, c'est-à-dire qu'il est... il est ressuscité quelque part dans son engagement politique, et notamment sur la question de la laïcité. Moi, j'ai bien aimé. Il faut qu'elle soit... Elle est saine, elle est incomplète, et un peu trop sur la philosophie des Lumières, avec un droit à la transcendance. Et je pense que là c'est majeur par rapport à une nouvelle compréhension de ce qui pourrait être une laïcité saine chez nous. Alors, pour revenir à ce que disait le père Rouget, lui, face à ce désert politique, il le décrit comme ça, qu'est-ce que les catholiques, aujourd'hui, peuvent apporter au monde politique ? Alors, le problème est difficile. Parce que si on regarde les choses dans le passé récent, il y a incontestablement, à mon sens, une éclipse de l'engagement politique chez les chrétiens, qui s'explique pour beaucoup de raisons, notamment le déclin de la démocratie chrétienne en Europe et singulièrement chez nous. Mais il se trouve effectivement, moi je trouve que dans les nouvelles générations,
en particulier les jeunes qui ont milité autour de la Manif pour tous, etc., il y a un désir profond de réengagement, à frais nouveaux. Et ces jeunes, ils ne sont pas prisonniers, je dirais, des réflexes ou des querelles passées. Ils voient les choses d'un œil tout à fait neuf et c'est intéressant. Moi, je pense, notamment, il y a les poissons rouges qui sont intéressants, etc., mais je vois aussi les jeunes qui animent la revue Limite, qui est une revue d'écologie chrétienne. C'est extrêmement intéressant parce que c'est vraiment un langage nouveau, ce sont des références peu connues, souvent d'ailleurs même dans les milieux catholiques. Les penseurs qui intéressent ces gens-là, Orwell, Jacques Ellul, etc., c'est des gens, Jacques Ellul d'ailleurs, chrétien, grand chrétien, et profond théologien même, bibliste, etc., ce sont des gens qui donnent à penser face aux problèmes d'aujourd'hui, notamment cette question d'écologie qui est capitale. Le Saint-Père lui-même s'est chargé de mettre le sujet sur la table. Et on pourrait ajouter sens commun chez les Républicains, dont beaucoup, bien sûr, se réclament d'inspiration chrétienne catholique, venant du mouvement La Manif pour tous, et qui, chez les Républicains, souhaitent insuffler une nouvelle manière de faire de la politique. Et c'est vrai qu'on voit ces espèces d'aiguillons comme ça, et pas que des aiguillons, puisqu'ils veulent être carrément des courants dans leur propre parti. Et puis après, il y a ceux, c'est vrai, je trouve, qui s'engagent pas dans des camps politiques, ils ne sont pas partisans au titre d'écuries, entre guillemets, politiques ou de partis politiques, mais finalement qui s'engagent, on parlait de questions éthiques, question des réfugiés, solidarité, des plus démunis, vous parliez, Gérard, de l'écologie, ils font aussi de la politique, c'est-à-dire qu'ils sont sur des grandes questions d'humanité communes, sur laquelle il faut un débat public, dont les partis politiques se saisissent, et quelque part, de nombreux chrétiens, finalement, contribuent à ce débat politique au sens de débat public en permanence tous les jours par leur engagement concret. Est-ce qu'ils sont audibles dans le contexte actuel, ces chrétiens qui s'engagent en politique plus précisément? Est-ce qu'on les écoute, on les entend? Oui et non. Non, dans la mesure où effectivement ils sont dans des, comment dirais-je, dans un univers intellectuel nouveau, qui n'est pas celui des formations politiques traditionnelles. Mais oui, en ce sens qu'ils bénéficient quand même de ce qu'a produit l'histoire. Leurs prédécesseurs, ils étaient quand même très prisonniers d'une situation politique, voire géopolitique. On n'en est plus dans les querelles des années 50 à propos du communisme, de l'alliance avec le communisme, etc. Toutes ces choses-là qui ont profondément divisé les chrétiens ont disparu de l'horizon. Et la chance, précisément, des générations, c'est de retrouver un terrain neuf, des sollicitations nouvelles qui permettent de dépasser effectivement les clivages anciens pour essayer de trouver des solutions. Et des solutions qui sont, d'ailleurs, le pape le dit au Poisson Rose, qui sont en dehors des idéologies. C'est-à-dire qu'il dit, finalement, on peut être chrétien et puis être de droite ou de gauche. Par contre, dès que l'idéologie arrive, finalement, elle ôte la liberté, etc. Donc, c'est pas être prisonnier de carcans, de systèmes de pensée, en effet. Et la liberté dont il parle, c'est la liberté de l'Évangile, le souffle de l'Évangile. Il parle aussi de la pensée sociale de l'Église. Mais bon, j'ai presque envie de dire, c'est pas une note de pessimisme, mais finalement, les catholiques, les chrétiens, ils sont comme tous les autres. Beaucoup en sont revenus de la politique, ont un manque de confiance, même carrément de la méfiance vis-à-vis des acteurs politiques, même des institutions. Et quelque part, pour qu'ils puissent retrouver ce sens de l'engagement, c'est aussi directement le sens de leur foi, puisque cette foi, cette rencontre personnelle avec le Christ appelle aussi cette charité fraternelle, donc cet engagement auprès des autres, qui après, selon les charismes, comme on dit, se décline d'une manière différente. Mais au fond, quand l'Église nous appelle à nous engager en tant que chrétiens, c'est fondamentalement au cœur de notre foi, c'est un acte de foi. Une dernière question, le Père Rouget parlait de travail et d'engagement et de formation. Comment est-ce qu'on se forme? Comment est-ce qu'on travaille? Est-ce que pour vous, il y a suffisamment d'outils qui sont proposés à ces jeunes qui veulent s'engager en politique, justement? Il y a un certain nombre d'organismes de formation qui fonctionnent très très bien. Et je crois que moi, je suis un certain nombre de groupes de jeunes dont on ne parle pas forcément comme ça dans les médias, mais qui ont un désir d'approfondir, de connaître. Il y a à la fois la soif d'une culture politique profonde et une volonté de répondre aux sollicitations nouvelles. Et ça me rend plein d'espoir. Benjamin, un dernier mot?
Un dernier mot, vive la politique et vive le souffle de l'Évangile dans la politique. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité. Vous pouvez revoir bien entendu cette émission sur notre site www.kto.tv.com. Excellente soirée sur KTO, on se retrouve la semaine prochaine.